Je suis Audrey Chemouli, avocate et entrepreneuse, fondatrice du cabinet Chemouli Profession Libérale, qui accompagne les avocats dans leur restructuration. Vous écoutez le podcast Avocat Génération Entrepreneur. La mission de notre podcast, vous donner les clés pour entamer votre propre transformation. Notre promesse, des interviews sans filtre d'avocats innovants, créatifs et libres qui ont cassé les codes et réinventé le business model pour s'adapter au nouveau marché du droit. Des contenus inspirants, des conseils et des techniques concrètes pour vous aider à devenir un véritable avocat entrepreneur. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. J'avais envie de faire un épisode sur comment concrètement faire passer son cabinet d'un stade d'embryon d'entrepreneur à devenir un vrai cabinet d'entrepreneur qui s'assume. Et pour faire ça, j'ai eu envie de m'entourer de gens qui ont vraiment entrepris dans le droit et qui ont bossé le sujet. Du coup, pour ce nouvel épisode d'Avocat Génération Entrepreneur, je suis ravie d'accueillir Clarisse Bérébé, avocate et entrepreneuse, cofondatrice du cabinet Bold à l'époque et cofondatrice du cabinet Ether aujourd'hui. Il a été parmi les épisodes qui ont le mieux marché dernièrement. Et donc, j'ai également et à nouveau le plaisir d'accueillir Mathieu Bouillon, entrepreneur et fondateur de Flitz. Je tiens à préciser que Mathieu a été le seul à réussir à me caser dans un épisode de podcast, que l'IA dans le droit, c'était comme le sexe au collège. Tout le monde en parle, mais personne n'en fait. Du coup, ça te donne un peu le thème de l'épisode, tu vois. Je me rappelle pas du tout. Alors, comme vous savez, dans ce podcast, les amis, on commence toujours par la même question. On commence par Mathieu, Clarisse, qui êtes-vous ? Quel est votre parcours ? Sachant qu'en fait, Mathieu, il n'a pas vraiment le droit de parler trop parce que Mathieu, si vous êtes absolument passionné par la vie de Mathieu, vous pourrez écouter l'épisode dans lequel Mathieu raconte sa vie. Donc, Clarisse, à toi l'honneur. Ok, ça marche. Bon, j'ai déjà raconté ma vie dans ton podcast, mais il y a fort longtemps. Oui, mais c'était il y a longtemps. Alors, du coup, toi, tu as le droit de réactualiser. On va update. Donc, Clarisse Bérébé, je suis avocate depuis maintenant 25 ans. D'abord fiscaliste. J'ai exercé à peu près tous les statuts que la profession permet d'exercer. Donc, voilà, je suis un bon cobaye. Et puis, en 2018, j'ai vraiment mis en œuvre, en fait, ce que déjà je prenais dans le cadre de mes fonctions à la CE, de professionnaliser nos entreprises d'avocats. Et la CE, c'est notre syndicat. Hein. Voilà, d'aller plus loin, finalement d'utiliser les ressources du web à l'époque, en 2008, tu vois, c'était pas l'IA, on parlait pas encore de ça, mais c'était déjà une forme d'automatisation d'un certain point de vue. Donc, j'étais déjà un peu portée par tous ces sujets, et puis j'ai été élue au Conseil national des barreaux sur ces questions aussi, puisque j'ai présidé la commission Nouvelles Technologies. Et en 2018, j'ai décidé vraiment de mettre en pratique ce que j'exprimais publiquement, et j'ai cofondé et dirigé le cabinet Bold pendant à peu près 5 ans. Et j'ai cédé mes participations en 2022. Je suis partie avec une de mes collaboratrices et très, très, très ancienne amie qui était au board, donc elle était collaboratrice plus. Et on est partis ensemble et on a cofondé d'abord Ether Avocat, qui est un cabinet dédié aux leviers fiscaux et à la recherche et l'innovation. Et dans un second temps, une structure accessoire, on va dire, un cabinet de conseil en stratégie de l'innovation sociale à impact, et qui s'appelle Ether Impact. Et d'ailleurs, là, sur cette 3e année, finalement, on va créer une nouvelle structure encore. Non, mais... Alors, il y a des gens qui entreprennent pas dans le droit, puis il y a des gens qui over-entreprennent dans le droit. Et donc, toi, genre, t'es parti parce que t'es quoi, 2002, j'ai cédé. 2002. Donc, on a créé Ether Avocat fin 2002. 2022. Non, mais c'est 2022, Clarisse. Ouais, ça, 2022. Excusez-moi, les 2022, parce que là, on est en 2025. Vendredi soir, 2022. On est encore là 2025. Donc, fin 2022, j'ai créé Ether Avocat. Fin 2023, Ether Impact avec une levée de fonds sur Ether Impact. Donc là, on a clôturé la première année d'Ether Impact. On est d'ailleurs très content de la clôture. Et 2025, on va créer Ether School. Voilà, dont je pourrais vous parler si vous voulez aussi, mais voilà, c'est peut-être pas le sujet. Non, mais attends, parce que t'auras ton épisode à toi toute seule. Parce que t'as pas raison que Mathieu te crache ton épisode. Ça suffit pour donc toi, Mathieu, t'as 30 secondes. Je crache l'épisode de personne. Mathieu Bouillon, 47 ans, 3 enfants, hyper beau. J'ai pas parlé je suis de ça. fondateur d'une boîte qui s'appelle Flitz, qui effectivement accompagne les avocats sur leur transfo à l'IA.
Et j'ai un parcours dans la transfo en général. Je suis passé par plein de boîtes, j'en ai monté d'autres, autant dans le conseil que les startups. Et voilà, aujourd'hui, je suis vraiment concentré sur vous aider, les amis, vous et ceux qui nous écoutent, j'espère, à aborder ce vaste sujet qu'est l'IA. Alors, en fait, la raison pour laquelle on s'est réunis là aujourd'hui, c'est peut-être d'aborder un peu différemment les questions. Parce que à travers tous les épisodes que je fais, j'ai plein de profils d'entrepreneurs dans le droit et plein de cabinets d'avocats qui entreprennent dans le droit. Et en fait, ce qui m'intéressait, c'était vos visions croisées. Et Clarisse, donc... Bon, après, on peut s'envoyer un peu de fleurs, tu vois, on est vendredi soir, comme tu disais, on kiffe, c'est les premiers jours de beau temps à Paris. Et du coup, on se dit, Bold a quand même été, et c'est certainement toujours, mais en tous les cas, au démarrage, ça a été l'emblème, la licorne de l'entrepreneuriat des cabinets d'avocats. Alors, aussi parce que c'était un cabinet hyper sexy. Enfin, voilà, vraiment, ça a été à un moment donné un exemple de ce qu'on pouvait faire. Et la raison pour laquelle, là, je t'ai invité, c'était de reparler, en fait, d'Ether. Parce que après toute cette aventure entrepreneuriale, tu as repris le canevas, le métier au tout démarrage. Et tu as remonté avec ton expérience un nouveau cabinet d'avocats. Donc j'imagine que tu vois, t'as pas monté Bold comme tu aurais remonté Ether, tu vois, évidemment. Et donc ma question c'est, quand tu as vraiment envie de monter un cabinet différemment, tu fais quoi ? Comment tu penses ton truc ? C'est quoi le secret de la vision du truc ? Comment tu fais ? Ne me dis pas je sais pas. Non, je vais te donner des éléments de réponse, mais te dire qu'il y a une seule et unique réponse, ce serait malvenu de ma part, c'est faux. Disons que, effectivement, c'est d'ailleurs un exercice qui n'a pas été simple et que j'appréhendais beaucoup. Ah ouais ? Énormément. Quand tu as créé quelque chose qui a été vraiment, on va dire, fancy, super visible, etc., et qu'on était monté quasiment à 100 personnes, on était avocat expert comptable, tu le sais. Donc, c'était vraiment une belle boîte. Je pars, on va dire, un peu à ce moment-là. Et je me dis, il faut que je recrée quelque chose. Et il y a plusieurs choses qui se passent dans ma tête. La première, c'est je ne veux pas refaire un cabinet d'avocat lambda, même si dans l'absolu je sais faire. C'est pas ce que je veux faire. Donc il faut vraiment que je réfléchisse à quelque chose qui va avoir une dimension entrepreneuriale, mais qui va rester dans mon industrie que je maîtrise, qui est l'industrie du droit. Oui, bien sûr. Et donc c'est pas facile parce que je sais qu'il va falloir du temps, que ça va pas se faire en 2 minutes, mais j'ai quand même envie d'un peu d'accélérer le temps grâce à mon expérience et puis aussi d'injecter un peu de fonds que j'avais. Donc de me dire voilà, j'ai quelques ressources qui sont mon expérience et des fonds, mon associé, on a ça déjà devant nous, quelques personnes aussi clés qui font partie de l'aventure depuis le premier jour. Et donc à ce moment-là, je me dis, OK, il faut réfléchir. Et j'ai mis un petit peu de temps, alors tout est relatif, hein. Le temps pour les uns et le temps pour les autres, mais bon, ce sont plusieurs semaines, avant de trouver vraiment le bon angle. Et la première chose, c'est vraiment de réfléchir, selon moi, la première étape de la création d'une structure, c'est de réfléchir vraiment à sa clientèle, à qui on veut parler tous les jours. Parce que moi, je suis fiscaliste, mon associé aussi, on n'est pas fiscaliste sur les mêmes créneaux, elle fait que de la fiscalité, des leviers fiscaux et la recherche innovation. Moi, je suis fiscaliste plus généraliste. Moi, je maîtrise beaucoup mieux le contrôle fiscal, elle moins. Donc, on n'est pas tout à fait sur les mêmes créneaux, mais je me suis dit, il faut qu'on ait une structure qui soit homogène. Je ne voulais pas qu'on ait 2 associés avec chacun ses dossiers, chacun ses collabs. Non, tu vois, je voulais tu vois le truc. Bon, voilà, je vais pas te. Non, mais toi, tu pouvais pas. Je comprends très bien. Toi, tu pouvais pas, quoi. Moi, je pouvais pas. Donc, je voulais Bold. vraiment faire quelque chose de différent, puis qu'on s'appuie sur nos forces respectives. C'est-à-dire, moi, mon côté très entrepreneurial et assez visionnaire d'un certain point de vue, et elle, vraiment, son hyper expertise, sa maîtrise absolue des techniques. Donc, je voulais vraiment qu'on s'appuie sur toutes ces forces-là. Vu qu'on s'entend parfaitement bien et qu'on est très à l'aise avec nos qualités respectives, c'était plutôt facile. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est important, avec qui je t'associe, mais ça pourrait être un autre sujet. Et donc à ce moment-là, je dis qu'est-ce que je fais ? Et j'ai beaucoup réfléchi, et c'est là que j'ai pris la décision, d'abord de dire je ne veux travailler qu'avec des entreprises. Donc la fiscalité, tu peux travailler avec des particuliers. Donc déjà, j'ai éliminé tout le B2C, j'ai éliminé tout ce qui est patrimonial, toutes ces questions-là, et j'ai vraiment dit, je ne vais faire que du B2B. Et à partir de ce moment-là, j'ai dit, bon, dans ces conditions, on va faire ce que c'est l'expertise d'Estelle, que je maîtrisais, hein, parce que je reste fiscaliste, mais dont je n'avais pas son niveau d'expertise.
Mais j'apportais la dimension contrôle fiscal qu'elle avait moins, mais je savais que c'était pas là, qu'elle était bien meilleure que moi sur l'expertise. Mais à partir du moment où je savais que j'allais sur ce terrain-là, j'étais dans des clientèles qui m'intéressaient, c'était des clientèles innovantes. Parce que tu fais pas du crédit d'impôt recherche, tu n'es pas dans l'innovation, tu fais pas statut JEI, tu n'es pas dans l'innovation. Donc j'avais une clientèle qui me plaisait et un produit qu'on maîtrisait à nous deux. Et ça, c'est déjà important pour démarrer, c'est déjà de se dire avec qui tu veux bosser. Je pense que c'est vraiment important de se poser la question qui sont tes particuliers, quel que soit le droit que tu fais droit et travail, tu veux travailler avec des particuliers, avec des entreprises, tu vois, tu dois vraiment te poser la question. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à retravailler autour de mes fameux 4 piliers que j'aime bien, c'est-à-dire ma marque, ma com, qu'est-ce que je veux mettre derrière ça, la vente, qu'est-ce que je vais vendre, à combien, et ça c'est vraiment important pour moi, je passe énormément de temps là-dessus. Donc la vente, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est très spécifique et sur lequel on doit travailler, mon discours de vente, etc. La prod, comment on va produire le service, et tout ce qui est administratif et système d'information, et évidemment lié aux technologies de façon large. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé sur ça, c'est-à-dire j'ai repris une feuille blanche et j'ai bossé avec l'équipe en disant voilà ce qu'on va faire. Donc on va avoir des temps où on va travailler sur les dossiers. Alors je vais pas te mentir, quand on a créé le cabinet de Day One, on n'avait pas tous les dossiers qu'on voulait, donc on prenait des fois des petits trucs. Non, mais c'est pas la question, bien sûr, pour alimentaire. Ça, c'est pas la question. Pour se faire un petit peu de fric, parce qu'il faut quand même y penser. Mais disons que on a tendu vers ça. Et aujourd'hui, évidemment, on n'a plus que ça. Et par exemple, moi, mon job, c'est de pallier à tout ce que les autres savent pas faire. Par exemple, Estelle, c'est l'hyper experte de la matière. Vraiment, elle est vraiment. Je pense que c'est une des meilleures de Paris sur ces questions-là. Mais par contre, il ne faut pas lui demander de faire du sales, d'aller vendre. Ouais, bien sûr. Alors si, elle va le faire si tu l'emmènes avec toi. Elle le fait, elle est très forte. Mais elle ne va pas les chasser. Elle va pas. C'est pas du tout son. Alors du coup, moi, je palliais à ça et je savais pas faire non plus. Mais je vais être plus capable d'aller me former, mettre les mains dans le cambouis, faire des choses qui sont pas très avocats non plus. Voilà. Ouais. Et donc, alors, je sais pas. Clarisse, je vais te dire un truc. Comme on coupe pas au montage dans ce podcast, je sais pas si tu dois pas te déshabiller un peu et enlever ton truc, parce que je crois que ça fait un peu de bruit ta veste. Elle va se déshabiller. Au moins on l'aura vu, ma jolie veste. Exactement, on aura vu ta jolie veste. En plus, j'ai chaud, donc ça c'est parfait. Excuse-moi. Tu peux complètement rebondir maintenant qu'on a fait un petit striptease, c'est bon. C'est intéressant, on n'avait jamais eu cette conversation sur la genèse de Ether et tout ça. Tu sais, pour avoir coaché et mentoré des startups dans plein de contextes, récemment Scale Your Cap, mais via les accélérateurs, les incubateurs, tu dis souvent à un créateur d'entreprise, le point de départ, c'est le problème que tu veux résoudre. Tu vois. Ouais. Et c'est pas tout à fait comme ça que tu nous l'as présenté. Comment tu le vois entre toi? Tu t'es demandé à qui j'ai envie de parler, quels sont les types de clients que j'ai envie d'aider. Est-ce que tu as fait ce point de te poser la question? Et en quoi? Alors, en fait, c'est multifactoriel. D'accord. Alors, la première étape, c'est à qui j'ai envie de parler. Ouais. Ensuite, c'est ces gens-là, du coup, c'est quoi leurs besoins? Tu as raison. Okay. Mais après, il y a un autre critère qui est très important et qui fait que j'ai pris cette tangente qui aujourd'hui s'avère être successful. Voilà, parce que la spécificité d'Ether, c'est qu'on fait des leviers fiscaux et la recherche et l'innovation, Ether Impact en l'occurrence, mais parce que sur Ether Avocat, on fait vraiment que du contentieux fiscal. D'accord. Donc sur Ether Impact, on fait toute la stratégie de conseil. Et pourquoi on est allé sur ces leviers fiscaux et la recherche et l'innovation, mais en sciences humaines et sociales, ce qui est vraiment spécifique, c'est qu'il y a un troisième élément qui est rentré en ligne de compte, et donc j'ai dû prendre en considération au moment de la création, c'est que on est sur un environnement hyper concurrentiel. Mais quand je dis hyper concurrentiel, c'est qu'en face de moi, je ne suis pas des avocats. Pardon, il n'y a rien de désagréable dans ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des mercenaires en face. C'est des entreprises qui ne sont pas des avocats, c'est des commerciaux, c'est des gens qui ont vraiment les dents longues, qui vont chercher le business. Donc, c'est les gens que tu as en face de toi, non? C'est les gens que j'ai en face de moi. Et notamment dans l'écosystème start-up d'où je viens, où là, il y a des gars qui sont vraiment au taquet, quoi. C'est-à-dire que tu ne peux pas respirer, qui t'ont déjà doublé. Donc, moi, si tu veux, j'aime bien la compétition, mais pas celle-là. J'aime pas me rentrer dans une arène où il faut jouer des coudes, où il faut pousser le plus fort. C'est pas ce que je voulais. Donc, j'ai dit à mon associé, on va avoir un problème. Il y a 130 acteurs, ils sont tous plus énervés les uns que les autres, ils vont tous sur les mêmes boîtes, ils se jettent tous sur le même gâteau. Je vais pas bouffer des miettes, quoi. C'est pas ma façon de voir l'entrepreneuriat. Et donc là, j'ai réfléchi autrement. Et il se trouve qu'on a eu des expériences en contrôle fiscal avec Estelle où on a gagné
de façon assez spectaculaire, on va dire. Je vais vous la raconter, l'histoire, comme ça, vous l'avez. Mais en gros, si tu veux, pour la plupart des gens, quand on parle crédit d'impôt recherche, du moins dans l'écosystème dans lequel j'évolue, on pense à la tech. Crédit d'impôt recherche égale tech. Bien sûr. Et nos clients, c'est pareil. Et comme le crédit d'impôt recherche est déclaratif, eh bien, les gens, notre client, en l'occurrence, a déclaré sa tech et a demandé un crédit d'impôt recherche sur sa tech. Comme c'est déclaratif, tu peux potentiellement avoir un contrôle. Il a un contrôle, c'est une belle boîte, qui d'ailleurs a été cédée à un grand groupe, mais qui se retrouve avec un gros contrôle CIR et potentiellement une reprise des crédits d'impôt récupérés. Donc embêtant, limite létal quand même. Donc il vient nous voir à ce moment-là, et il se trouve que effectivement, on voit le dossier, on est au niveau du supérieur hiérarchique, on voit le dossier et on se rend compte qu'il n'y a pas de recherche, donc c'est pas bon. Et là, on se dit quelle stratégie on peut mettre en œuvre, et on se rend compte que sa vraie innovation, elle n'était pas sur la tech, puisque comme toutes les sciences, au bout de 40 ans, on arrive un peu à la marge aujourd'hui de ce qu'on peut vraiment modifier au niveau d'état de l'art. Par contre, il y avait une vraie innovation, je dirais, en termes d'éducation, de sciences de l'éducation. Okay. Donc là, on est sur des sciences humaines. Donc, autre sujet beaucoup moins connu et appréhendé, on va dire, par même toutes ces entreprises qui étaient, entre guillemets, nos concurrents. C'est clair. Et donc, on va voir le supérieur hiérarchique. Alors, ça a été assez drôle parce qu'on dit au client, il faut tout faire confiance. Là, on va faire un truc un peu... donc, on lui dit, voilà, vous avez raison, il n'y a pas de recherche, mais voilà, autorisez-nous. Alors, c'est une formule de style, on est dans la prescription, donc on peut déposer, mais autorisez-nous à déposer un nouveau dossier avec le vrai sujet de recherche et démontrer autrement. Ce qui nous a laissé faire, on a eu plus de crédit d'impôt que la première fois, et on a sauvé l'entreprise. Donc, ça a été un moment déterminant pour nous. C'est-à-dire qu'on s'est dit à ce moment-là, si eux peuvent le faire, tout le monde peut le faire. Et moi, en tant qu'entrepreneur, la première réaction, c'est « et moi, je peux le faire ». Qu'est-ce qui m'empêche, en tant que cabinet d'avocat, de faire de la recherche ? Bien sûr. Donc, ça a été aussi... Ah oui. Mais bien sûr. Ah oui, je vois ça. En fait, le truc, c'est à partir de ce moment-là... c'est les sciences humaines, c'est beaucoup plus large. Ah bah ouais, carrément. Ouais, je sais, et je me souviens très bien parce que j'ai interviewé sur tes conseils Delphine Galin, qui est cliente chez toi et qui donc fait... Qui appose, je sais pas comment on dit, qui déclare du crédit impôt recherche, mais sur des sciences sociales. Exactement. C'est exactement, ça a été ça. Et à partir de ce moment-là, c'est là où je me suis dit, en fait, et c'est pour ça que je vous dis que c'est multifactoriel. Il y a à qui je veux parler, il y a effectivement quel problème je vais résoudre. Donc bon, là c'est assez simple. Sur le papier au départ, c'était juste aller chercher de l'argent, c'était ça, donc c'était pas très compliqué. Mais après, il y a l'environnement concurrentiel. Et l'environnement concurrentiel, il n'était pas du tout favorable. Et donc, du coup, j'ai réalisé que les sciences humaines, c'était exclu. Et là, je me suis dit, on est deux femmes, on va faire un cabinet exclusivement orienté sur les sciences humaines. C'est très stylé. Et puis là, après, il y a des idées qui viennent en boucle. C'est-à-dire, la RSE, c'est des sciences humaines, donc tu rentres potentiellement dans les grands groupes. Tu vois, au début, tu vas chercher des petits... Au début, mon idée, c'était de dire, on va démocratiser le CIR sur les sciences humaines. On va faire entrer des petits qui n'ont pas de CIR. On va leur faire même 10, 20, 30 000 euros de CIR. Au début, c'était ça, mon idée. Et puis, au final, les grands groupes en ont énormément besoin. Et voilà, donc là, on a pris une tangente et on s'est exclusivement réservé à ça. Alors, très honnêtement, au début, c'était pas aussi clair que ça l'est maintenant. On a mis 2 ans et demi pour fabriquer notre produit. Mais voilà, on est parti d'une page blanche, mais c'est assez multifactoriel. Alors, tu me parleras un peu parce que moi, ce que j'aime bien dans ta façon de monter ton cap, c'est la radicalité que tu as sur certaines choses. Donc, tu m'en parleras parce que... Ah, mais ça, c'est important, oui. Ouais, non, mais c'est la clé. C'est la clé. Mais d'abord, je voudrais revenir... parce que c'est marrant que tu dises c'est multifactoriel, c'était pas, et je retiens quand même ton truc qui dit bon, c'était pas aussi clair que ça quand j'ai commencé, et franchement c'est assez chouette que tu le dises, parce que c'est vrai que j'ai toujours l'impression que quand les entrepreneurs post-rationalisent leur expérience, c'est toujours tu vois, hyper clair. Non, mais il y a qu'à voir mon site pour voir que c'était pas hyper clair. Non mais tu vois ce que je veux dire, t'as une sorte de magie d'entrepreneuriat qui raconte que en fait c'était tellement, voilà, on a pivoté, et puis alors, bon bref, en fait c'était quand même, on peut quand même dire que c'est aussi du tâtonnement. Mais dans le tâtonnement, moi, ce que j'aime bien, c'est l'idée d'avoir une sorte de point de t'as envie de ressembler à quoi plus tard, quand tu seras grand, tu vois. Et j'ai bien aimé, Mathieu, à un moment donné, tu m'as parlé d'un truc. Alors, on l'a fait pas mal dans Scale Your Cab, dans la formation, qui était
le communiqué de presse d'Amazon. Ah oui. Tu peux me raconter un peu Alors, l'idée, c'est une technique de Jeff Bezos à la base. L'idée, c'est on va lancer un produit et on peut transposer à je vais créer une boîte. Je me projette dans 3-5 ans. Alors, partons du principe qu'on a réussi, hein, sinon c'est pas marrant. Quel est le communiqué de presse que j'aimerais envoyer dans 5 ans à la presse pour raconter qui je suis ou quel est le produit que je lance à ce moment-là, et qui soit suffisamment ambitieux déjà pour donner envie à la presse de le reprendre. Waouh, ils ont ça, ils ont fait ça. C'est un peu shiny, quoi. C'est shiny, c'est cool. En même temps, c'est réaliste, parce qu'il faut que je sois capable de l'exécuter, ce que j'ai écrit dans ce communiqué. Donc, je pars de la fin. J'écris le communiqué de mon produit idéal ou de mon organisation idéale, ou dans notre cas, de mon cabinet idéal. Je suis le premier cabinet qui, nanana, international bidule, seul positionné là-dessus, avec une expertise, machin. OK. Je fais ça. Et après, la suite de la stratégie s'appelle working backwards, remonter en arrière pour se dire, OK, pour être là dans 5 ans, qu'est-ce qu'il faut que je mette en place tout au long du chemin? Et ça, après, on peut le découper en plein de façons. Une façon assez simple de prendre le problème, c'est de se dire, OK, j'ai ma vision à 5 ans. Alors, la vision à 5 ans, c'est bien de l'avoir qualifiée en termes commercial. Est-ce que c'est un niveau de chiffre d'affaires? Est-ce que dans 5 ans, mon cabinet fait 3 millions d'euros de facturés? J'invente. C'est peut-être en ressources humaines, pas qu'en nombre, mais j'ai peut-être des gens qui font ça, j'ai des experts de ça, tout ça. C'est peut-être en organisation, c'est peut-être en métier, c'est peut-être en nouveaux produits, c'est peut-être en innovation. Il faut le détailler un peu. Mais on a fait la jolie big picture de la fin. Et après, on se dit, OK, si dans 5 ans, je vais être là, il faut au moins que dans 3 ans, j'en sois déjà là. Si dans 3 ans, j'en suis pas là, le 5 ans, il est mort. OK, donc dans 3 ans, il faut que j'en sois là. Si pour que dans 3 ans, il faut que j'en sois là, ça veut dire qu'à la fin de cette année, il faut déjà que j'ai commencé à mettre ça en place. Et notamment en chiffre d'affaires. Pour arriver à faire ça, à 6 mois, il faut que j'en sois là. Pour qu'à 6 mois, j'en sois là, il faut qu'à la fin du mois, je fasse ça. Et que tous les mois, je fasse ça. Pour faire ça, c'est qu'il faut qu'à la fin de la semaine, j'ai déjà appelé tant de personnes. Et donc, demain matin, je fais quoi? Ça me paraît très clair. Demain matin, je prends mon téléphone et j'appelle des gens, des clients, des prospects, des candidats. Et comme ça, je mets le truc en marche. Et le plan d'action, en fait, en le prenant de la fin, en remontant, c'est beaucoup plus facile de construire un plan d'action et on sait pourquoi on le fait. Ouais, c'est marrant, mais c'était très vrai. Et quand on avait fait faire l'exercice dans Serial Recap, il y avait une sorte de. En fait, je pense qu'on l'avait quand même on n'a pas dû bien l'expliquer, ou en tous les cas mal le vivre, pas aussi clairement, tu vois. Et du coup, il y avait une sorte de stress de, OK, je vois mon cabinet dans tu vois, une sorte de stress sur le cabinet dans 5 ans, mais qu'est-ce que je fais? Et peut-être c'est trop ambitieux, mais en fait, quand tu le racontes, quand tu le rationalises en disant, en fait, tu fais ça pour savoir ce que demain matin tu fais, c'est là où ça prend tout son sens en fait. Et ça, c'est vraiment chouette. Et puis on leur a dit ça à ce moment-là, à cette époque-là, et c'est vrai qu'ils ont peut-être senti qu'il fallait avoir une capacité de projection, et tout le monde n'a pas une capacité de projection. C'est pas faux. C'est ça faux. Aussi, hein, il faut pas oublier. Je veux dire, moi je le vois dans notre équipe, on en parle souvent. Il y a des gens qui sont vraiment dans l'aujourd'hui et qui n'ont absolument pas de capacité à voir le demain. Et ça, c'est très difficile. Mais il y a une chose qui fonctionne aussi, et on a essayé un petit peu de les amener par là, et ça a un peu aidé, certains d'entre eux du moins, pendant cette formation Scale Your Cab, c'est qu'on leur a dit, au moins dites-nous ce que vous ne voulez pas être. En fait, ce que vous voulez pas devenir. C'est pas mal ça. Voilà. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Tu vois, moi, pour te donner l'exemple, quand on a créé Ether Avocat, on voulait surtout pas ressembler à un cabinet d'avocats traditionnel. Ouais. Et ça, c'était déjà un début, si tu veux. C'est-à-dire que ça te donne déjà des axes de réflexion sur beaucoup de choses, pas que sur ta communication. Ah non, mais bien sûr. Sur ta gouvernance, sur ta structuration, sur ton recrutement, sur plein de sujets. Donc, c'est déjà un début. Alors moi, c'était ça, parce que voilà, par rapport à l'historique, etc. C'est presque dans ma généalogie maintenant. Mais au-delà de ça, il y a... Voilà, en tout cas, quand on avait fait les sessions mentoring one-one, ceux qui bloquaient, j'avais essayé un petit peu de les amener par là, et ça en a débloqué certains. Après, moi, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a toujours un... En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui partagent une sorte de syndrome de l'imposteur ou de je vais pas y arriver ou c'est pas pour moi. Et ce qui m'a amusé dans ce que tu disais, bien que j'aimerais bien qu'on reparte sur la radicalité, mais je voulais noter un point que tu disais parce qu'on n'en a jamais parlé, mais là, tu vois, ça me fait penser à ça. Tu disais, j'ai décidé de travailler sur le point fort de mon associé.
mais tu peux pas savoir le nombre de cabinets d'avocats à qui ça n'arriverait jamais, ever, de travailler sur le point fort de son associé. C'est-à-dire que te dire, en fait, je vais pas prendre la matière dans laquelle moi je pourrais exceller, je vais prendre la matière sur laquelle elle pourrait exceller. Elle excelle déjà. Oui, ou elle excelle déjà. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que se dire qu'en fait, ça va pas être toi le centre de la technique parce qu'en fait, tu as carrément autre chose à apporter. Et ça, il faut l'assumer. Je trouve que c'est assez fou. Hein. Mais il faut l'assumer de part et d'autre. Il faut l'assumer bien sûr, il faut l'assumer de la mienne. Donc, c'est vraiment... il se trouve que moi, j'ai une dimension entrepreneuriale, donc je sais que mon plus grand talent... Alors, pour autant, je suis capable de faire des dossiers. Oui, c'est pas la question. C'est pas la question, mais c'est pas là où je suis le meilleur. Moi, je suis plus sauvage. Parler tous les jours à des clients... ça me fatigue beaucoup, mais pas une fatigue, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu avais beaucoup d'autres choses à apporter. Je suis bien meilleure dans une structuration. C'est la première, je pense que je te reciterai, je te le dis. Maintenant, sur la radicalité, peut-être. Si je peux rebondir là-dessus, et tu vas voir, ça va te faire une transition pour la radicalité. Ah, merci, je te remercie de faire mon truc. Moi, le truc qui m'a ouvert les yeux, c'était il y a quelques années, en écoutant, en lisant un peu des bouquins de développement personnel, plutôt entrepreneuriat, ou en regardant en écoutant des mentors plutôt gourous américains, style Simon Sinek, Gary Vaynerchuk, pour faire un peu de name dropping. Le truc qui m'avait le plus choqué, marqué, que j'ai gardé, c'est les trucs qui marchent le mieux. Et au début, je l'avais pris à titre individuel, et je me rends compte que ça marche aussi à l'échelle de l'organisation. C'est self-awareness, se connaître ses qualités, ses défauts, et plus que ses qualités, ses défauts, ses moments de fulgurance. C'est comprendre à quel moment je sors du lot, je suis meilleur que les autres, et qu'est-ce que j'ai de différent. Ça demande un boulot d'introspection, mais c'est intéressant. Connaître ses défauts aussi. Et une fois qu'on a cette cartographie, le truc complètement contre-intuitif qui m'a retourné, c'est... on s'en fout des défauts, mettez all-in sur vos qualités. Tous les jetons sur le plus. Et vous vous entourez. Vous êtes nul en compta, prenez un comptable. Vous savez pas vous organiser, prenez un chef de projet ou un assistant. Mais si vous êtes brillant pour faire ça ou ça, c'est ça qu'il faut mettre en avant. Il y a trop à faire pour être singulier. Et en t'écoutant, je me dis que toi, quelque part, cette approche, tu l'as transposée à ton organisation. Oui. Et que tu t'es rendu compte que à tout prendre, la fulgurance, elle était presque plus dans cette surtechnicité, sur cette particularité de dossier, et que dans l'intérêt de l'organisation, c'était sur ça qu'il fallait investir. Même s'il y a d'autres trucs chouettes. Il y a toujours quelque chose sur lequel il faut investir. De toute façon, de façon générale, l'équipe, c'est fondamental. Après, c'est plus facile de le faire avec quelqu'un qui aussi reconnaît mes fulgurances. Oui, et confortable avec, si tu veux. Parce que sinon, forcément, à partir du moment où on est dans une incompréhension, ce qui a pu être d'ailleurs le cas dans d'autres vies, c'est plus compliqué, ça crée des tensions. Mais au-delà de ça, nous, ça va être vraiment au niveau de toute l'équipe qu'on va créer ça. C'est-à-dire que c'est aussi un modèle de management. Je fais en sorte que personne ne soit en échec. Que tout le monde soit vraiment, tout le temps, dans un sentiment de donner vraiment le meilleur de ce qu'il est capable de donner. Et c'est pas simple, surtout qu'aujourd'hui, j'ai une équipe qui est quand même extrêmement disparate. On a des fiscalistes, on a des scientifiques. Oui, bien sûr, c'est un sujet. De faire coexister tout le monde, c'est... Un fiscaliste, il vit avec des délais. Un scientifique, il vit dans un temps long. Ouais. Donc déjà, si tu veux, on n'a pas le même rapport au temps, on n'a pas le même rapport à la productivité. C'est incroyable en fait. Et tout ça, ça demande, tu vois, toujours une forme de résilience, tu vois, de plasticité, je dirais, mentale, de dire, OK, qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'il y a effectivement la fulgurance de l'entreprise, la fulgurance du groupe, la fulgurance de l'équipe, la fulgurance de la personne. Donc en fait, tout est vraiment dans un niveau de granularité qui n'est pas évident. Et c'est ça, moi, mon travail. Et c'est d'ailleurs ce que je disais dans la formation Scali-URCAV, je vais y arriver. Tout le monde ne doit pas être entrepreneur. Hein. C'est la fameuse phrase de Thierry Reboul qui disait c'est quoi un entrepreneur ? C'est quelqu'un qui peut entreprendre n'importe quoi. C'est pas faux. C'est vrai. Et tout le monde n'est pas obligé d'être entrepreneur. Après, quand tu fais très très bien ton travail, tu peux quand même entreprendre grâce à ça, par ton expertise et par la qualité de ton expertise. Mais tu n'es pas obligé d'être entrepreneur. Mais à partir du moment où tu prends la décision que tu veux être entrepreneur, ton travail, il est vraiment d'avoir une vision 360 sur ce qui se passe. Mais ce n'est pas forcément en étant là et en surveillant tout le monde, mais vraiment en sentant en fait tous les signaux faibles qui fait que ça s'éloigne du chemin, quoi. Voilà. C'est marrant parce que pour ce que tu disais, c'est-à-dire arriver à
à se connaître et mettre all-in sur ses qualités. Et pour rapprocher sur ce que je disais, c'est-à-dire qu'il faut quand même être très bien dans ses baskets pour dire en fait, je vais construire mon cabinet sur pas ma compétence. Il y a un monsieur qui est assez particulier aujourd'hui dans le paysage médiatique. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est Pierre-Édouard Sterrin. Bon, bref, c'est celui qui a vendu les box, le truc où tu achetais en supermarché ou dans les trucs. Smartbox, c'est ça. Ouais, d'accord. Bon, c'est un personnage particulier, mais il y a une enquête qui est sortie il n'y a pas très longtemps sur lui. Et on disait, je crois que c'est un... J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est un journaliste de Marianne qui a fait un bouquin sur lui et qui disait qu'il notait que Sterrin notait les gens de 1 à 10. Et dans sa vie, les êtres humains. Les êtres humains. Okay. Et qu'il ne voulait parler qu'aux gens qui étaient 10, 9 max. Alors que, tu vois, t'as envie de te dire, 7, c'était déjà pas mal, quoi, tu vois. Ouais, quand t'es 7, t'es plutôt content. En plus, c'est son critère. Attends. Et il disait un truc, et ça m'a fait penser à ce que... Il disait, mais en fait, moi, je veux pas parler à des gens qui sont en dessous de 9, parce qu'en fait, les gens en dessous de 9, et particulièrement les gens 7, ils ne vont embaucher que des 6, 5, 4, 3, 2. C'est vrai, ça. Parce qu'en fait, t'as le seul moyen que tu as de t'entourer de gens qui sont plus intelligents, c'est d'avoir le sentiment, ou en tous les cas, de posséder tellement ton sujet que tu n'es pas apeuré, ou en tous les cas, tu n'es pas menacé par quelqu'un qui maîtrise la technique ou un pan de ton entreprise peut-être mieux que toi. Il faut absolument admirer tous les gens avec qui on travaille. C'est fou, hein. C'est extrêmement important. Mais c'est à très son rare, niveau. hein. Et ça peut être... Il ne faut pas... À son niveau, bien à sûr. son niveau. Bien sûr. Je suis désolée, mais il y a des gens chez moi qui ne sont certainement pas capables de faire ce que je fais. Mais c'est pas pour ça qu'ils... Par contre, je ne suis absolument pas capable de faire ce qu'ils font. Ouais, et je suis d'accord. très admirative justement d'avoir la force de le faire et de se lever le matin et de le faire avec autant de rigueur, de talent, aussi de volonté d'une expérience client différente. Donc voilà, il faut absolument admirer les gens avec qui on travaille. Ça, pour moi, c'est la clé d'une entreprise qui fonctionne. Savoir s'entourer, c'est clair. Et on va repartir de la radicalité. Ouais, du coup, on a un peu digressé. Je voulais vous parler des offres parce qu'une fois qu'on a décidé, donc on se dit, on monte le cabinet. On décide de le monter et c'est donc... Je décide de savoir avec qui je m'entoure, je décide de comment est-ce que je vais le faire. J'ai fait mon... Comment t'as dit? Walking backwards? Walking backwards. Ouais, walking backwards. J'ai mis plus d'accent cette fois. Donc j'ai fait mon communiqué de presse et j'ai plus ou moins dessiné mon plan de comment j'allais y arriver. Ce que je voulais qu'on aborde un peu là, peut-être, et c'est là où je me rends compte que tout le monde bute un peu, on dit je vais packager mes offres, je vais faire des offres à mes clients. Oui. Est-ce que tu peux peut-être nous introduire le sujet, Mathieu? Ouais. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment là où tout le monde bute. En fait, alors, je me permets, je vais réinjecter de la radicalité puisque c'est le mot clé qui plane dans cette conversation. J'aimerais bien, mais normalement c'est pas à toi de l'adresser, mais t'as le droit. Non, mais Non, mais ça va dans le sens. Moi, j'ai beaucoup d'interdictions dans ce podcast. J'ai l'impression, J'ai l'impression, t'as sous pression. C'est parce que c'est la veille de journée de la femme. Et donc, quand on enregistre. En fait, je pense que c'est hyper important de... je reviens promis sur le packaging, mais les trois grandes qualités qui font que tu vas réussir, ou en tout cas que tu t'es donné les chances de réussir, c'est la radicalité, c'est-à-dire prendre des décisions radicales et les tenir. Ouais. Le focus, et c'est très lié, je sais ce que je veux faire, je sais ce qui est essentiel et je n'en démords pas, et la consistance. Je le fais sur la longueur, en régularité. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps dans un autre podcast américain un mec qui disait, j'ai impossible de citer le nom, mais c'est pas très grave, si vous êtes consistant tout le temps sur vos actions, vous avez une petite chance d'y arriver, mais c'est pas sûr. Par contre, si vous n'êtes pas consistant, je vous garantis que vous allez échouer. Ouais. Et donc, quand on va construire ces offres et du coup, par extension, le message qu'on va avoir pour ses clients, il est important de revenir à l'essentiel en partant de ce que veut le client, en partant de ce à quoi le client accorde de la valeur et de dire mon offre, c'est ça.
c'est ça qu'il veut, c'est comme ça qu'il a envie de le consommer, et c'est à peu près là où il est prêt à mettre de l'argent. Alors après, on n'est pas là pour faire tout gratuit, et les clients doivent aussi comprendre qu'en tant qu'expert ou vous en tant qu'avocat, les choses ont de la valeur, les choses prennent du temps, les choses se payent. Mais quand même, faut faire un pas vers le client, faut lui expliquer que oui, effectivement, ça, pour parler de Bold, le jour où, on pourra en parler, mais l'histoire est canon, mais je ne sais pas si on aura le temps, mais le jour où vous avez pris la décision de donner tous vos actes en téléchargement gratuit. Ça, c'est au 134 même, c'était avant. Ah, c'était avant. 2015, ça. Le jour où vous avez pris cette décision en disant finalement, nos clients start-up n'accordent pas de valeur tellement au papier, à l'acte, au modèle, parce qu'ils vous opposaient toujours ils sont accessibles sur Internet. Ben ok, dans acte, prenez-les, vous allez comprendre où est la valeur. Et ils se retrouvent avec les actes et ils se disent, oui, comment je fais pour le remplir maintenant? On a mis du temps à prendre cette décision. Non, j'entends, mais encore. C'était extrêmement. Je pense que le nom Bold vient de là un peu parce que c'était. J'allais dire un gros mot. Commence par un C, mais c'était ambitieux. Bref, tout ça pour dire que quand tu packages tes offres, il faut avoir cette radicalité aussi. Et après, il faut se poser la question qu'est-ce qui est un produit d'appel, un truc que je peux. Il y a trop de concurrence, les gens viennent pour ça, c'est gratuit, c'est pas cher. Qu'est-ce qu'une commodité? Tout le monde le fait. Si tout le monde le fait, si moi je le fais pas, je passe à côté. Et là après, qu'est-ce qui fait que je crée un truc un peu différenciant? Les autres le font, mais moi je le fais pas pareil. Et qu'est-ce qui fait que j'ai un truc que personne a? Voilà. Et bien découper ça. Exactement. Et mettre de la valeur. Et du coup, là, c'est là où tu peux granulariser tes prix vachement, quoi. Tout à fait. Je peux te demander de faire... Parce que la dernière chose qui m'a choquée quand on a eu une discussion toutes les deux, parce que moi, j'avais bien tout ça en tête. C'est un truc qu'on travaille avec mes clients, etc. Et un truc qu'on a dit beaucoup dans Scale Your Cap. Donc jusque-là, c'était bien. Et là où je me suis rendu compte de ce que c'était vraiment être vraiment radical dans son propos, c'est quand tu m'as parlé du fait que tu interdisais de faire des présentations PowerPoint chez toi. Je t'en supplie, parle-nous-en. Je savais pas qu'il faisait ça. Non, mais la meuf a interdit. Mais Jeff Bezos aussi, il a interdit, tu savais? Non, je savais pas. Jeff Bezos, il interdit PowerPoint chez Amazon et il oblige avant chaque réunion à tout le monde, à l'organisateur de la réunion, de faire un two-pager, un mémo de 2 pages qui va résumer tout ce qu'on va raconter à la réunion. Et les 5 premiers minutes de la réunion, personne parle, tout le monde lit le two-pager et après on a le droit de poser des questions. Ah oui. Tu veux de la radicalité? Alors, j'ai pas encore ce niveau-là, mais pour le PowerPoint. C'est un sujet compliqué. Donc, on crée cette entreprise. Donc, d'abord, c'est surtout sur Ether Impact. Donc, on parle là plus que sur Ether Avocat. On voit quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui, que personne ne propose. Et en fait, c'est tellement puissant, c'est tellement profond, et justement, ça a tellement de valeur que personne ne fait, ce qui nous permet d'ailleurs d'assumer des prix plus élevés. Bien sûr. Pas du tout parce qu'on veut tondre nos clients, mais tout simplement parce qu'on défriche un domaine et qu'on a besoin de plus de ressources pour produire le service. Et du coup, on est vraiment à des niveaux de prix qui n'ont rien à voir avec le fameux écosystème des 130 acteurs dont je vous parlais tout à l'heure. On est vraiment quasiment du simple au triple. Mais pour pouvoir faire ça, il faut avoir le même niveau de profondeur. Et il n'y a rien de plus plat et peu profond qu'un PowerPoint. Et un PowerPoint qui se promènerait avec ma marque dans les services, surtout quand tu bosses avec des grands groupes où le gars il a besoin de le montrer. Et en fait, tu te laisses embarquer dans le truc du client. Donc, tu fais un rendez-vous client, le mec te dit, bon, c'est hyper intéressant ce que vous dites, est-ce que vous pouvez m'envoyer un petit truc pour que j'en parle à mes chefs? Mais mon gars, tu vas parler de quoi à tes chefs? On t'en parlait une demi-heure, tu vas comprendre la profondeur de ce qu'on fait, la profondeur de notre service. Sur un PowerPoint, tu vas l'expliquer toi? Non, tu veux parler à tes chefs, je suis là. C'est moi qui vais parler à tes chefs. Ça marche? Je force. Mais après, moi, je trouve des champions dans les entreprises. C'est-à-dire que moi, j'amène de l'argent. Donc, c'est plus facile quand tu viens avec un produit que tu finances. Non, mais ok, je suis d'accord avec toi, mais c'est quand même très radical. Tu vois, c'est très radical. Je l'impose. Et j'adore, parce qu'avec l'équipe, on se marre bien, parce que voilà, c'est sympa. Mais je dis non. Et donc, on a notre équipe commerciale qui va demander des PowerPoint à notre équipe com. Enfin, j'exagère, c'est une personne à chaque fois, mais genre... Et tu serais pas un peu entrepreneur, ça? Le service com appelle. Le service com m'appelle en disant j'ai droit de faire Donc voilà, c'est plutôt marrant. Mais voilà, ça devient un peu aussi des running gags aussi qu'on met en place. Ça permet de créer aussi une culture d'entreprise. Mais bien sûr, et ça participe. D'ailleurs, on en a parlé dans Scale Your Cap. Je sais pas pourquoi je dis Keb. Scale Your Cap. Parce que c'est du français et de l'anglais mélangé. Et on lance Scale Your Kebab l'année prochaine où on pourra avoir des kebabs de plus grande taille.
Donc, Scale Your Cab, on en a parlé, et cette notion effectivement de culture d'entreprise, c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il y a des règles, et effectivement, ça participe de la radicalité. Il y a des règles qui sont liées à ton produit. Et tu vois, typiquement, et c'est là où moi, je suis très heureuse aussi de cette expérience entrepreneuriale-là, qui en plus est successful so far, c'est que elle n'a pas du tout la même identité, elle n'a pas du tout la même couleur, elle n'a pas les mêmes clients. En fait, c'est pas Bold. Et Bold avait son histoire, sa culture, ses clients, sa culture d'entreprise, son style, et c'est même presque son vocabulaire. Et chez Ether, c'est totalement différent. Il n'y a rien à voir. Et il faut s'adapter, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, c'est de... Justement, j'ai pas refait. J'ai fait quelque chose de nouveau, complètement nouveau. Mais avec ce que je croyais pour... En fait, c'est ce que je dis toujours. Et je pense que ça, c'est très important. Et d'ailleurs, j'en ai parlé pendant la formation à certains d'entre eux qui étaient plus matures sur leur entreprise. C'est qu'une entreprise, c'est vraiment comme un enfant. C'est-à-dire que de 0 à 3 ans, il n'est pas du tout autonome. Il faut vraiment s'en occuper beaucoup, parce que sinon, ça peut vraiment faire beaucoup de bêtises. Tout le temps. Voire mourir. Il faut vraiment être derrière. Après, tu as une période où ça commence à aller mieux, il y a un peu plus d'autonomie qui se gagne, mais il faut quand même un petit peu surveiller. Et si tu as bien fait ton taf de 0 à 13, 14, même si tu as une crise... il y a quand même une colonne vertébrale, exactement, c'est plus ancré et tu peux commencer à lâcher du lest. Et il faut être plus dur petit que grand. Ouais, bien sûr. Et vraiment, il faut les élever pour qu'ils soient autonomes. Et c'est exactement la même chose. Une entreprise, tu dois t'en occuper pour disparaître à un moment donné. C'est ça le but. Moi, je ne m'attache pas à l'entreprise, ça ne m'appartient pas. Ouais, voilà. C'est pas quelque chose qui m'appartient. Elle a sa propre autonomie, elle a son nom, elle a sa vie, elle a son style. Et d'ailleurs, je pense que je suis plus douée pour le 0 à X que la période où elle va commencer à être un peu... je dirais, où ça va commencer à être du management, des process, des machins. Une fois que tout sera en place, je vais lâcher, je vais la laisser vivre sa vie, et ça m'ira très très bien comme ça, et j'irai sur autre chose, c'est quasi sûr. Mais voilà, je suis plus confortable avec ce moment où il faut vraiment créer une colonne vertébrale, quelque chose de fort, et donc la culture entreprise participe énormément, c'est l'éducation de la boîte quasiment, et évidemment la radicalité, parce que la radicalité, elle est inhérente à une bonne culture. Donc Mathieu, ce qui était intéressant la dernière fois qu'on en a parlé, c'était... essayer de rapprocher la communication, la façon dont on bâtit ses offres, la façon dont on s'adresse. Ça doit refléter sa singularité et ça doit vraiment être cohérent avec le reste. Est-ce que tu voulais... Tu vois, comment, tu peux rebondir là-dessus, toi ? Ouais. En fait, il y a... Quand on va communiquer, surtout dans nos secteurs, et surtout en 2025 où il faut un peu sortir du lot, c'est intéressant de faire cette espèce de pas, de sortir de sa zone de confort pour aller peut-être vers des formats ou des réseaux vers lesquels on ne serait pas allé. J'avais une conversation aujourd'hui sur un événement, quelqu'un qui me dit « TikTok, ça ne me ressemble pas », ça ne veut rien dire. Si ta cible est sur TikTok, un format vidéo, une vidéo, ça veut tout dire. C'est comme si tu disais communiquer, ça me ressemble pas. Après, quand tu parles d'une vidéo sur TikTok, qu'est-ce que tu fais dedans ? Faire des chorégraphies sur TikTok, ça te ressemble pas. Mais faire une vidéo, c'est sûr. Et donc j'ai croisé un avocat qui faisait des chorégraphies sur TikTok. Il m'a dit, j'en connais. Non. Aussi dans les médecins. Bref. Mais par contre, avoir une vidéo face cam où tu expliques à tes clients, tu fais de l'éducation, surtout si ta cible est B2C, là, ça peut te ressembler. Donc, ce pas vers le média que tu connais pas, il faut le faire. En revanche, et c'est ce que je rejoins ce que tu dis, il faut le faire en alignement avec ce que tu es, ton ADN et ce que tu as envie de raconter. J'ai accompagné il y a quelques années un médecin qui se lance, et la stratégie, c'était en chirurgie, la stratégie c'était tu vas lancer un blog. Et tu vas lancer un blog avec un ton hyper familier, hyper proche, très féminin, très blog, presque rédaction à la L. Et tu vas raconter les dessous de ce qui se passe dans les hôpitaux. Tu vas décrypter des scènes de Grey's Anatomy. Tu vas démocratiser ce truc-là. Tu vas casser la distance entre le médecin. Le grab de la com, quoi. Tu vas démocratiser ton job. Tu vas donner l'impression. Tu vas faire tomber la barrière, en fait, qui est entre le médecin et le patient. Créer de la proximité. C'est ça. Et ça démarre, elle démarre. Et sur 6 mois, ça prend ça cartonne, évidemment. Elle est citée partout, le truc prend, elle écrit hyper bien, tout ça. Et au bout de 6 mois, il n'y a plus d'articles qui sortent, et puis on se reparle, et je fais, tiens, tu t'écris plus? Puis non, je vais arrêter. Mais j'ai vu tes chiffres, c'est un peu... Tu es sûr de toi, là? Parce que... Je pense que tu t'es trompé. Ouais, je suis sur Analytics, et regarde, les courbes, elles montent. Elle dit, ouais, mais je me reconnais pas. Finalement, est-ce que j'ai envie de la faire tomber, cette barrière? Oui, j'ai envie
d'accompagner mes patients, mais j'ai pas envie d'être la copine de mes patients. Et du coup, ça me ressemble pas. Du coup, je vais arrêter, je vais faire autre chose. Et là, mais c'est hyper intéressant. Ouais, et là, on se dit, mais en fait, on vient de perdre 6 mois juste parce qu'on s'est pas posé une question. Est-ce que tu es à l'aise avec ce qu'on s'apprête à faire ? Est-ce que ça va marcher ? Oui, on est convaincu, et l'histoire nous a montré que c'était le cas. Mais est-ce que tu es à l'aise ? Est-ce que c'est toi ? Est-ce que tu as envie de raconter ça ? Peut-être on aurait réfléchi autrement, on aurait trouvé une autre piste, plus dans la durée. Donc, il faut, d'un côté, faire ce pas vers l'inconnu, être capable de tester des choses, et à l'inverse, quand même, garder ce qui fait son identité et sa singularité. Tout à fait. Pour te donner un autre exemple chez les avocats, donc moi, aujourd'hui, en plus de mes activités, je suis investisseur dans d'autres cabinets, et notamment un qui me tient à cœur, puisque c'est mon compagnon. Et Qu'on embrasse. On embrasse. Et il est pénaliste, donc c'est vraiment spécifique. On est exactement à l'extrême opposé de ce que je fais aujourd'hui. Donc B2C, on parle à des particuliers. En plus, il fait du droit pénal et du droit routier, donc toujours des clients one-shot. Ouais, bien sûr. Ouais. Bon, à part les multirécidivistes. A priori, on leur souhaite en tous les cas des clients one-shot. Voilà, donc toujours des clients one-shot, donc pas du tout la même stratégie. Ni de capture, on va dire, de clientèle, ni de traitement, rien n'est pareil, ni de rien, ni l'admin, ni de la com, ni la prod. Enfin, je veux dire, on est vraiment aux antipodes. Et c'est là où moi, je m'amuse beaucoup. Et je me rends compte qu'effectivement, son image, même vis-à-vis de ses clients, doit être totalement différente de celle que nous, on peut avoir chez Ether, mais encore plus de celle qu'on pouvait avoir chez Bold. Parce que chez Bold, on avait créé quelque chose d'hyper... obligation de tutoyer les clients, très start-up, etc. Tu vois, obligation. Dans la radicalité, toujours. Hein. Ouais. Obligation de tutoyer. Chez Ether, c'est très différent. On tape sur des grands comptes, donc on n'a pas du tout la même approche. Alors, si le client le souhaite, on tutoie, mais c'est très différent. Ça ne va pas du tout être un sujet, le tutoiement. C'est plus policé, quoi. Voilà, mais il y a une autre communication, une autre posture, qui n'est pas non plus corporate, hein, parce que... Bien sûr. Voilà. Mais en tout cas, c'est très différent. Mais il y a quand même, on crée quand même un lien, une proximité très forte, alors que là, sur son cabinet à lui, ça va être différent. Il va falloir quand même garder une certaine distance, bien sûr. Que c'est ce qui crée le respect aussi du sachant, de celui qui va venir défendre. Donc on a une autre, même si on défend aussi, on défend pas la même chose au même moment. Et puis on soigne aussi une angoisse. Et cette angoisse, c'est le problème de ton médecin. L'angoisse du justiciable ou du patient se calme par la distance. Oui, aussi, bien sûr. Tu vois ce que je veux dire ? Donc on peut pas du tout le traiter de la même façon. Et c'est pas des relations long cours, c'est pas des relations à plusieurs coups. Tu vois, c'est du one shot. Donc l'angoisse se calme par la distance. Donc, non mais en tous les cas, d'adapter sa communication à son public, c'était, et surtout de pas avoir peur d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Moi, je disais, on a eu un exemple dans Skyler Cap d'une consoeur qui était vraiment avec une spécialité extrêmement fine, et il y avait une sorte d'angoisse d'aller sur les réseaux et de pas savoir comment faire, parce qu'en fait, quand elle y avait été, elle avait pas eu l'impression d'avoir des reach, enfin, je veux dire, des likes, enfin tu vois, elle n'était pas devenue l'Instagrammeuse que tout le monde... Et donc ça lui avait créé une sorte de complexe. Et en fait, ce qui avait été expliqué, je crois que c'était par toi Mathieu, c'était en fait dans ton métier à toi, on s'en fiche que ce soit que t'aies 120 likes. En fait, c'est pas le sujet. Elle était tellement niche sur un groupe de clientèle tellement concentré que avoir 100 vues par post, mais les bonnes personnes, ça suffit à faire tourner un câble. Hein. C'est clair. Et d'ailleurs, je me rends compte que, en fait, on parle de Skyler Cap depuis tout à l'heure, mais donc je reprends pour ceux qui, parce que je crois que je l'ai jamais présenté. Il y a pas longtemps, on a monté avec Mathieu, Clarisse et notre autre ami Alexis Debord qu'on embrasse, une sorte de formation pour devenir, parce que c'était ça quand même, à force de faire tous ces podcasts, à force toi de mentorer, toi, en fait on s'était jamais mis autour de la table en se disant ok, très bien, maintenant on réunit nos expertises et on essaye d'en faire un truc qui est un peu, déjà qui a un peu de gueule, qui nous ressemble, où on parle un peu aux gens différemment. Qu'on transmettre, parce que ça nous tient à tous à cœur de transmettre, et où on essaye d'amener les gens, chacun dans nos spécialités, en se disant qu'on est
on n'est pas tous identiques et en reconnaissant les forces de chacun. Et pour moi aussi, je sais pas comment vous l'avez vécu, mais moi j'ai trouvé que c'était un exercice aussi et d'humilité. Et j'ai repris chez chacun des trucs assez chouettes. Et du coup, on a décidé d'en relancer une seconde. On apprend entre nous déjà. Ouais, c'est clair. Non, mais carrément. Et donc, on a décidé de relancer une autre saison là. Et c'est... Ah oui, ça démarre bientôt. Ouais, ça démarre bientôt. Je crois que ça démarre le 10 avril. Je sais pas pour les dates. Je regarde pas pour les dates. On a reculé la date. C'était le 28 mars. Je crois que c'est 10 avril. 10 avril. Non, c'est bon, t'inquiète. Je crois que c'est 10 avril. 10 avril et... Saison 2. Saison 2, exactement. C'est drôle, c'est un petit peu comme une sorte de Star Academy qu'on fait. Quoi. On prend les avocats qui ont envie de participer. Après, je précise, c'est des petites promos. Hein. C'est 10-20 personnes. Ouais, voilà, mais c'est bien. Parce que sur la longueur. Ce qu'on met, c'est 6 heures de... Exactement, faire 6 heures de coaching genre en commun, enfin 6 heures, pardon, de... 6 fois 2 heures. 6 fois 2 heures. 12 heures. Ouais, 12 heures. 6 ateliers. 6 fois 2 jours. Oui, alors je recommence. 6 ateliers. T'es grave. 6 ateliers de 2 heures où on débriefe de tous ces sujets, etc. Et puis après, ce qu'on a mis, c'est de se dire, maintenant, il faut du coaching parce qu'en fait, chacun d'entre nous, on a des trucs à apporter et l'idée, c'est de... Et je me rends compte que l'heure passe tellement vite avec vous, mes amis. On arrive au bout ? Ouais, on arrive au bout. Je voulais vous remercier de m'avoir accordé ce temps-là et qu'on puisse échanger. J'espère que cet épisode vous a plu parce qu'il est un peu différent des autres. Donc, on vous embrasse tous. Et puis, Clarisse, on te reverra. Toi, Mathieu, c'est fini. T'es banni à vie. T'es banni à vie du podcast. En tout cas, je peux rentrer chez moi. T'as plus le droit de venir. Au moins, pendant 12 mois, t'as plus le droit de venir. Ah, ça va. Et Clarisse, on te réinvitera pour parler des terres. Merci Avec beaucoup. Avec grand plaisir. À tous. Merci à toi, Audrey. Merci. Ce podcast a pour ambition de réveiller l'avocat entrepreneur qui sommeille en vous. Alors si vous avez envie d'oser, contactez-nous, nous vous accompagnerons dans votre projet. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast Génération Avocat Entrepreneur, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter 5 étoiles et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Charlotte Hugon, fondatrice de Votre Bien Dévoué, et Audrey Chemouli, fondatrice de Chemouli, profession libérale. À très vite pour un nouvel épisode de Génération Avocat Entrepreneur.